Pour avoir plus de contenu, sur les finances et l'éducation patrimoniale, abonnez-vous à la chaîne. Plan P. Bonjour à tous, rebonjour. Rebonjour. On enchaîne. Bonjour Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour à vous deux. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, pleine forme. Bon, merci d'être venu en tout Parfait. cas, parce que c'est vrai qu'on est à Boulogne, on est entre midi et deux, c'est toujours des horaires qui sont pas simples. Ce que je vais peut-être te proposer, c'est que le sujet du jour, ça va être maîtriser sa psychologie, pour investir sur le long terme. Peut-être avant de démarrer, c'est te laisser te présenter IG, et après comme ça on pourra enchaîner sur quelques questions, une présentation que tu as pu nous préparer. Parfait. Donc, je suis Maëva Chazal, directrice générale IG France, et je vais pouvoir vous présenter IG en quelques points. Donc, on existe depuis 1974, à l'origine une société britannique. On est leader sur le marché du CFD, qui est un produit un petit peu niche, et on s'est lancé depuis quelques mois sur le compte titre, avec vraiment une vision globale sur l'investissement à 360. On a déjà plus de 380 000 clients à travers le monde, et on est coté au FTSE 100. Voilà, donc c'est important pour les investisseurs de savoir aussi que c'est un intervenant sécurisé et qui a une expérience du marché. Avec qui ils vont investir. Exactement. Ouais. Pour démarrer un petit peu les séries des questions, puis sur la présentation, la toute première, qui est peut-être aussi le sens de la présentation, c'est qu'on entend souvent dire que le pire ennemi de l'investisseur, c'est lui-même. Dans l'expérience, au contact des clients que vous avez au quotidien, est-ce que vous le confirmez chez IG ou est-ce que tu le confirmes et à quoi ça ressemble concrètement? Tout à fait. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent se lancer. Ça, c'est confirmé par énormément de statistiques. Et souvent, on se lance un peu ça monte, j'achète, ça baisse, je vends. Mais en fait, il y a une absence totale de plan avec des critères précis de quand est-ce que j'entre en position, quand est-ce que je sors de position en gain ou quand est-ce que je sors de position si finalement ça ne va pas dans le bon sens. Et en fait, c'est cette absence de plan qui amène l'investisseur à faire vraiment des erreurs. Il y a également le côté un peu de la martingale après la perte. Donc, j'ai fait 2-3 pertes. Non, mais là, je suis sûre qu'au prochain investissement, ça va le faire. Donc, finalement, on sort du plan qu'on a mis en place, si on en a mis en place. Et puis également, ce que je remarque au niveau de la psychologie, c'est l'excès de confiance après plusieurs gains. C'est-à-dire, on peut avoir un portefeuille où il y a 2-3 positions qui sont en gain de 30-40%. Et finalement, pour le nouvel ajustement de portefeuille qu'on va faire, on va complètement sortir de ces règles en se disant un peu non mais je sais ce que je fais, là je sens que je suis le king, et en fait on sort complètement de ce qu'on s'est fixé. Donc déjà se fixer un plan, oui, et ensuite le respecter. Alors tu l'as un peu dit mais on va quand même en reparler. Quand il y a des situations de marché, correction, euphorie, tu l'as dit tout à l'heure à l'instant, période d'incertitude géopolitique, ce qu'on vit un peu en ce moment aussi. Est-ce que tu observes des comportements qui déraillent systématiquement? Exactement. Et dans deux cas de figure, autant dans l'euphorie que dans des périodes assez extrêmes, je dirais, de baisse et de grosses corrections. On retrouve vraiment des comportements assez systématiques. Donc, en période d'euphorie, on a un peu la même caractéristique que tout à l'heure quand on parlait des 2-3 positions gagnantes et de la 4e qui va venir finalement ne pas suivre le plan. C'est pareil en période d'euphorie. On se dit non mais en fait, là ça monte tellement. D'habitude, j'investis 500 € sur la nouvelle action sur laquelle je rentre. Et là, je vais faire x2, x3, x4. Parce qu'on est convaincu de pouvoir maximiser le profit. Ça, c'est des effets justement qui sont liés à cette euphorie. Ou également, non mais en ce moment, il y a une trend de fou sur tel titre, je vais dessus. Alors qu'en fait, ça correspond pas forcément à son profil investisseur, on n'a peut-être pas forcément les connaissances, et en fait, parce qu'on a vu ça traîner sur les réseaux sociaux, qu'il y a un effet de mode, on y va alors que c'est pas dans son plan. Et puis également, l'euphorie peut amener à ignorer les signaux d'alerte. C'est-à-dire qu'on a un plan qui dit voilà, faut sortir à tel moment, et là se dire non mais je suis sûre que ça va le faire, c'est bon, tout le monde est acheteur. Voilà, donc il faut vraiment éviter ces biais-là. Et de l'autre côté, il y a la panique qui est aussi destructrice, parce qu'on peut voir son titre qui baisse d'un coup, et en fait on est pris de panique, alors que peut-être que dans son plan de trading, on a prévu de pouvoir supporter ce moins 10%. Oui, voilà. Et en fait, plus on s'en rapproche,
Et ben avec la panique, en fait, on voit qu'il commence à y avoir des articles, des réseaux sociaux qui commencent à décrier la société ou le secteur, etc. Et on se dit non, mais ça y est, il faut que je sorte, c'est terrible. Ou au contraire, on veut pas entendre aussi. On Ouais. veut pas entendre le fait que c'est en train de se retourner et qu'il va falloir réagir. Donc les deux peuvent finalement se Dans le produire. bon et dans le mauvais. Ouais. C'est ça. Et parmi tous les biais comportementaux documentés, biais de confirmation, tu l'as dit, aversion à la perte, excès de confiance, effet de disposition, lequel pour toi te semble le plus destructeur à long terme? Le plus destructeur à long terme, je pense, c'est le biais de disposition. On verra qu'il fait écho à d'autres biais, mais c'est vraiment celui-ci. Alors que j'explique bien ce que c'est que le biais de disposition. C'est en fait tout simplement le fait de vendre trop vite ses positions quand elles sont en gain, parce que finalement, on voit le plus 10%, plus 5%, et en fait, on a peur. On a peur que Qu'on perde ça son- baisse. ouais. Voilà, on a peur de perdre un petit peu la plus-value justement qu'on a réalisée. Et au contraire, eh bien, on garde beaucoup plus longtemps ces positions perdantes en se disant non mais je suis sûre que ça va remonter. Parce qu'en fait, tant que la perte n'est pas concrétisée, tant qu'elle est, voilà, c'est Virtuelle. juste mon portefeuille, exactement, elle est virtuelle, et ben finalement, ça fait moins mal à l'ego. Ouais. Et donc, en fait, on est en mode peur quand on est en gain, et on est en mode espoir quand on est à la perte. Alors qu'en fait, il faudrait complètement changer ça. C'est-à-dire passer en mode espoir quand on est à la hausse, en se disant non mais là, plus 10, potentiellement, j'ai bien identifié la tendance, je vois qu'il y a plusieurs paramètres qui sont dans le bon sens, et ben je vais continuer, quitte à atteindre un premier palier et alléger ma position, et puis voir avec le reste ce qui va se passer. Et au contraire, en mode peur, au moment où on en perte, se dire bon voilà, là clairement ça va pas. Et surtout, il faut pouvoir faire la différence entre le moment où je décide et le moment où j'agis. C'est pour ça que le plan de trading est hyper important. Parce qu'en fait, la réflexion, elle a déjà été faite. On sait ce qu'on doit faire. Quand on est dans la panique, quand on est dans l'action, on a juste à appuyer sur le bouton. Là, je vends pour telle raison ou au contraire, je garde. Et c'est ça souvent qui bloque. C'est qu'en fait, on est en train de réfléchir, mais il y a les émotions, il y a la panique, il y a ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Et le bruit, exactement. Et on n'est plus à même de prendre une décision claire. Non, puis on se souvient plus du pourquoi on l'a fait, de la durée, de l'horizon de temps dans lequel on le fait aussi, parce que souvent quand on investit, on a quand même un horizon de temps. L'idée, Exactement. c'est pas de le faire sur 3 semaines, c'est Voilà. de le faire sur, on est peut-être parti sur 10 ans, et donc finalement sur 10 ans, oui, il y a une crise de marché au bout de 2 ans, peut-être que ça vaut pas le coup de dire oh, j'ai perdu mon gain ou autre. Exactement. Non, on continue. C'est ça. C'est ce que dit Maëva. Suis ton plan. Voilà, Suis ton plan. suivre le plan. Et c'est ce que tu dis, c'est finalement, est-ce que cette information-là, elle change quelque chose à mon plan? Oui ou non? Comme tu dis, si je veux investir sur 10 ans, est-ce que le moins 3% qu'il y a eu aujourd'hui, parce qu'il y a eu une nouvelle sur cette boîte ou sur ce secteur, est-ce que ça m'impacte vraiment? Voilà, bah non, on élimine le bruit et on fait le tri sur les informations vraiment pertinentes. Le plan, qui la nous vision. aident. Et tu parlais de perte, donc c'est qu'il y a un sentiment que les gens n'aiment pas, c'est l'aversion à la perte qui est cité comme le biais numéro 1. Sur l'aspect psychologique, on dit souvent qu'une perte fait 2 fois plus mal qu'un gain équivalent. Pourtant, le montant serait le même. Comment est-ce que ça se traduit sur les décisions des investisseurs particuliers et comment on peut en sortir? Bah, exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les personnes ont tendance à avoir peur de perdre le gain qu'ils ont fait et passent en mode espoir. Ça, c'est neurologique. C'est-à-dire que la perte, elle fait plus mal que la récompense du gain. Donc, on ne peut pas l'éviter. Le cerveau, il est câblé comme ça. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre en place des choses pour justement venir un petit peu contourner ces biais que notre cerveau a. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la paralysie décisionnelle. C'est là que le plan intervient. C'est qu'en fait, quand je suis soit dans cette période d'euphorie, soit au contraire de grande peur, j'ai mon plan. Et en fait, je vais venir appliquer un peu de façon robotique ce que j'ai déjà réfléchi. Parce que j'ai des convictions, j'ai pensé, j'ai analysé, j'ai peut-être confirmé avec 2-3 éléments de sentiments analystes, etc. Donc, je vais simplement venir finalement appliquer ce que j'ai mis en place. Également, il faut vraiment travailler sur la conservation des positions perdantes. Ouais. Voilà. Il y a un moment, ça fait mal, c'est comme un pansement qu'il faut enlever d'un coup. L'idéal, peut-être, dans ce cas de figure, et pour pouvoir, une fois qu'on se connaît, qu'on voit que justement on n'arrive pas à suivre ça, et ben mettre un stop et une limite. À ce moment-là, j'entre dans le marché, ma position est déjà bornée avec
mon stop, je vous rappelle, c'est la clôture de la position en perte, hein. La limite, c'est la clôture de la position en gain. Et ben voilà, j'entre dans le marché, je sais déjà ce que je vais chercher et je sais déjà ce que je peux me permettre de perdre. Comme ça, si au moment je ne suis pas capable de fermer la position, et ben finalement le système le fera de façon automatisée pour moi. Oui, dans un moment où je l'ai paramétré, où j'étais Serein. lucide Exactement, finalement. voilà. Objectif et lucide. C'est ça, lucide. C'est construire ton risk management finalement et comprendre déjà ce que c'est et le construire pour que anticiper les évolutions de marché, anticiper tes réactions en fait face au C'est marché. ça. Et le faire à froid en fait. Oui, c'est ça, ce que tu dis. Exactement. En dehors justement de ces périodes, alors comme tu disais, il y a le contexte actuel où la géopolitique joue énormément. Parfois, il y a des annonces sur des sociétés, on se dit waouh, non mais c'est une catastrophe. En fait, on va un peu évacuer tout ça en disant non mais moi j'ai un plan long terme, j'ai une Ouais. conviction, j'ai une vision pour mon portefeuille et donc on laisse pas tous ces biais nous attaquer. Pareil pour l'entourage. L'entourage, souvent, ouais, mais j'ai mon pote qui a fait ci, ou il a coupé ça, ou il a fait une opération incroyable. On a tendance à banaliser ça et à le croire dur comme fer. Mais chacun a son risk management, chacun a son appétence au risque, chacun a son projet aussi de vie Son plan. et son horizon. Non, c'est Donc on ça. ne peut pas l'appliquer et le répliquer de personne en personne. Exactement. Et puis même par exemple, il y a beaucoup maintenant d'investisseurs qui se renseignent sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on sait que plus on consulte un certain type d'information, plus on a tendance à recevoir dans ce feed le même type d'information. Donc en fait, on va être sur des biais de confirmation où on va être intimement persuadé que bah non, mais c'est bon, ça va aller, l'action va rebondir, etc. Non, suivons le plan. Chacun a une stratégie différente parce que les budgets sont pas les mêmes, C'est vrai. les horizons de temps sont pas les mêmes. Les profils, exactement. Les connaissances aussi sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui seront plus à l'aise sur les matières premières, des personnes pour lesquelles les actions parleront beaucoup plus. Donc, il faut vraiment se dire, mais il faut que je fasse ce qui me convient et pas ce que j'ai entendu dire par-ci, par-là. Et tu parlais des réseaux sociaux, notifications en temps réel, flux d'actualité continue, je pense aux émissions. Exactement. Comment cette surcharge d'informations peut impacter la qualité des décisions d'investissement et est-ce que trop informé, c'est pas être un problème? Bah, exactement. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation de surinformation qui est un petit peu toxique. Moi, je vois ça avec nos clients également quand ils se lancent dans l'analyse technique. Donc, ils affichent un graphique, ils commencent par mettre une moyenne mobile, un MACD, un RSI, un stochastique, un ceci, un cela. Et en fait, on se retrouve avec un graphique qui est complètement bariolé et on ne peut plus prendre une décision claire parce qu'en fait, il y a la moitié qui dit faut acheter, il y a la moitié qui dit qu'il faut vendre, il y en a peut-être même quelques-uns qui disent non mais là faut rien faire, faut attendre. Et je pense que l'arrivée de la crypto, pour le coup, a vachement démocratisé ça, parce que moi, le premier, j'ai essayé de faire des analyses techniques, et tu utilisais des Fibonacci, des moyennes Voilà. mobiles, des machins, mais tu n'y comprends rien. Et tu as Exactement. l'impression de te dire, putain, mais c'est C'est un génie. facile. C'est ça. Mais t'as rien compris, en fait. Voilà. Et là, j'ai des arguments solides, je suis Mais sûre. oui, oui. Mais en Et fait, le pire, c'est que tu es capable d'argumenter un truc qui est complètement faux. exactement. C'est pour ça qu'en fait, en analyse technique et même en décision d'investissement général, il faut s'en tenir à 2-3 sources d'informations, qui sont des choses qui sont éprouvées et dont on est certain, on se sent à l'aise avec ça. Donc, éviter les biais de confirmation, comme on le disait tout à l'heure, qui sont amplifiés justement sur les réseaux sociaux, avec que des nouvelles qui vont dans le sens justement de ce qu'on aimerait bien et de ce sens de l'espoir. Également, s'éloigner de l'illusion de compréhension. Tu le disais très bien avec le graphique, en se disant non, mais il y a 36 choses et non, mais je suis sûre de moi. Non, en fait, le cerveau ne peut pas analyser 10 sources d'informations, 10 critères sur un graphique. Clair. C'est la même chose. Donc, et en fait, on se rajoute de la difficulté. Et au moment d'agir, justement, bah, c'est beaucoup plus difficile de prendre une décision. Et puis aussi l'hyper-réactivité, en fait, parce que ça amène, ça accentue même ce côté psychologique, en fait. Le fait d'avoir tellement d'informations, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui est d'une importance énorme et qu'il ne faudrait pas louper l'info. Ou de regarder tous les jours. Exactement. Tu as des gens qui regardent tous les jours leur compte bancaire, Des nez au ou ventre. Voilà. leur évolution de placement. Bon, ça sert à rien. Et en plus, c'est hyper stressant. Et il y a Ah des oui. personnes qui, justement, ne supportent pas être dans la perte, qui voient ça tous les jours, qui n'en dorment pas la nuit. Ouais. Et Ça, là, ça c'est crée la une boucle. charge mentale monstrueuse Exactement. qui n'a aucune valeur ajoutée, hein, Ouais. soi-disant. Si tu devais donner une seule règle mentale, tu vois, on parle de charge mentale, Mhm. ou habitude concrète à quelqu'un qui commence à investir pour ne pas saboter ses propres performances, ça serait quoi? Je dirais, il faut décider à froid et exécuter à chaud. Ok. C'est-à-dire,
on fait son plan, on a sa conviction, on a réfléchi à son profil, tout ça c'est calé, et quand on est dans le marché, en fait, on a juste à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. C'est tout. Ouais. Voilà. Et ça, c'est finalement la façon la plus simple, non pas d'enlever les biais psychologiques, parce qu'on ne peut pas, on en a, mais justement de les contourner et d'avoir une application d'une réflexion qui est une réflexion personnelle. De rester lucide, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs qui hésitent à acheter une action ou un ETF parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils achètent. Est-ce qu'on peut dire que la transparence sur ce qu'on détient, qui sont les autres actionnaires d'une action, quelles sont les valeurs qui composent un ETF, est-ce que c'est en soi un outil psychologique et comment y gère ça accessible? Alors, je pense que justement, ce côté confiance et ce côté de pouvoir décider à froid, il vient avec la compréhension et la transparence. C'est-à-dire que quand on comprend bien, on peut finalement être rassuré sur sa décision. Dire non, mais en fait, j'ai bien compris ce qui se passait. Donc là, la décision que j'ai prise, le plan que j'avais posé, il est rationnel. Je sais que je peux m'appuyer dessus. Et c'est vrai que quand on investit dans un ETF, franchement, on voit un ETF World, MSCI ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que c'est? Voilà, on ne sait pas. Alors nous, ce qu'on a mis en place chez IG, justement, c'est qu'on va pouvoir visualiser la composition de l'ETF, pourcentage par pourcentage. Donc par exemple, dans cet ETF, il y a X% de l'action A, X% de l'action B, tant de pourcents peut-être de l'obligataire sur tel pays. Et au moins, ça permet de comprendre exactement de quoi est composé l'ETF et de comprendre quelle source d'information je vais pouvoir aller chercher pour prendre ma décision d'investissement. Voilà. Et même comprendre ta diversification. Exactement. Parce que on en parlait sur les ETF, mais tu as des facilités à te dire je mets un World, je mets un Nasdaq, je mets un S&P et te dire bon, mais je suis diversifié. Exactement. Et Absolument peut-être pas. on sait qu'on n'a pas fait tout à l'heure, ETF, si tu devais le résumer, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ou peut-être Maëva. Ah oui, Parce qu'en fait, depuis ce matin, on en a parlé. C'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de On toujours a parlé dire de aux panier gens- de valeur, ETF panier de valeur, c'est ce qu'on a dit. Ouais, mais d'expliquer Mais aux c'est gens ce vrai que c'est, que- parce que c'est vrai qu'on en a parlé juste avant, mais on n'a pas expliqué ce que c'est un ETF. c'est vrai. Si peut-être tu Ce pouvais qu'on le- pourrait dire un peu, c'est que c'est un agrégat de valeurs. C'est comme un panier. Et vous achetez le prix du panier, mais dans le panier, il y a déjà plusieurs éléments. Comme un panier garni. Ouais, exactement, c'est ça. Mm. C'est un panier garni et il y a plusieurs éléments. Le problème, c'est que par rapport au titre du panier, c'est pas évident de savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais vous avez besoin de savoir ce qu'il y a dedans, si on fait un peu le parallèle pour savoir si c'est des fruits de saison ou pas. Et comme tu le disais tout à l'heure, on va prendre un ETF par exemple sur le Nasdaq, on se dit qu'on est diversifié. En fait, pas tellement, il y a peut-être que de la tech US. Du coup, si demain la tech US se casse la figure, on n'est pas tellement diversifié. Donc c'est pour ça comprendre sur quoi on investit pour pouvoir aller vers les bonnes sources d'information et également s'assurer qu'on a une diversification pas énorme. Il n'y a pas besoin d'aller surdiversifier parce qu'encore une fois, il faut pouvoir quand même maîtriser et surveiller son portefeuille, mais avoir quelque chose qui permette de mitiger le risque en cas de problème. Ouais, si on devait aussi le comparer, parce que je pense que le Nasdaq, peut-être tout le monde ne connaît pas, enfin, je sais pas. Oui, CAC 40. Voilà. exactement. Vous le voyez au journal à 13h et au journal à 20h. Si demain vous voulez acheter une action du CAC 40, vous ne pouvez pas. Il faudra acheter les 40 actions avec la bonne volatilité. Voilà. Un ETF CAC 40, en fait, il fait ça pour vous. Donc, Exactement. vous achetez une action d'un ETF qui est une coquille, qui regroupe les 40 actions, et vous avez une action de cet ETF, et lui vous dit, en gros, j'ai signé un contrat, je te rémunérerai autant que ce que peut faire le CAC 40. Exactement. Et pour parler... Ah, tu voulais dire... Ouais, IG, ils ont des supports. Enfin, vous avez fait des supports un peu visuels là-dessus qu'on peut retrouver, je sais pas, sur votre site ou Oui, sur oui. les réseaux. Exactement, exactement. On a pas mal de choses sur les outils que je vais pouvoir vous montrer à l'écran. Voilà, donc là, c'est la composition de l'actionnariat, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais également sur les actions. Tu parlais tout à l'heure des actions françaises. On peut se dire, par exemple, qu'une action française sur laquelle le gouvernement français détient une partie de l'actionnariat, demain, il y a peu de chances qu'on se réveille et que l'action vaille zéro, Oui. par exemple. Oui, oui. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de se dire, je regarde de quoi est composé l'actionnariat, est-ce que c'est plutôt des fonds d'investissement, est-ce que c'est plutôt de l'État, parce que ça va nous permettre aussi d'appréhender le risque de variation. Donc on le retrouve là à l'écran, ce résumé de l'actionnariat justement avec le pourcentage, et puis là on le voit également avec l'ETF, où on voit justement la composition de l'ETF avec les pourcentages. Donc l'avantage c'est que c'est visuel.
C'est Ouais, hyper simple à utiliser. Et en fait, voilà, avec 2-3 sources d'informations, et tout à l'heure, je vous montrerai le consensus des analystes, bah, déjà, on sait où on met les pieds. Et du coup, c'est pas, oh, l'investissement, c'est réservé pour les experts. Là, on a vraiment mis finalement à disposition des outils d'experts, mais qu'on a rendus très simples à Possible. utiliser et à appréhender. trop bien. Tu parles des outils, tu parles de l'app, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Donc sur l'app IG, vous donnez accès à des outils comme le sentiment par IA, Exactement. qui mesure le sentiment du marché en temps réel à partir de millions de sources. Donc on parlait tout à l'heure de charge mentale. Voilà, c'est vous qui êtes vigilant sur les sources. Comment ce type de données peut aider un investisseur à objectiver ses décisions plutôt que de réagir à chaud? Alors, l'intérêt, c'est que déjà, ça va permettre de sortir de sa bulle. On le disait, alors on a parlé des réseaux sociaux, mais ça peut être, comme tu le disais aussi, avec des amis, des connaissances. On a tendance à fréquenter des gens qui nous ressemblent et qui peuvent avoir le même mode de pensée. Voilà. Donc là, en fait, ça va être un outil qui est beaucoup plus factuel, qui va nous dire, bah voilà, le sentiment actuellement tel qu'il est. Donc là, on le voit à l'écran. Eh bien, il y a un agrégat, donc là, il va y avoir les réseaux sociaux, ce qui se dit sur les forums, les médias financiers, et il va y avoir un score objectif. Est-ce qu'on est plutôt au contraire sur quelque chose d'assez négatif avec un signal qui est plutôt vendeur, ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt neutre, ou au contraire vers un achat fort? Et dans cette section justement de sentiments, là on a le sentiment IA qu'on met en avant parce que c'est quand même assez novateur, mais juste en dessous, vous avez également le consensus analyste, et on va avoir donc sur un panel de par exemple 20-30 analystes, eh bien un petit graphique très simple avec des bâtons, combien sont acheteurs, combien sont vendeurs, combien sont neutres. Comme ça, en un clin d'œil, on peut se dire, bon, j'ai fait mon analyse, j'ai déjà ma conviction, maintenant je voudrais juste aller vérifier si finalement ce comparer, que je quoi. pense Si les produits semble métiers sont aligné. d'accord. Exactement. Euh, on a beaucoup de personnes qui suivent l'événement qui ont envie d'investir, parce que je pense que c'est aussi le but qu'on fait de la finance personnelle, c'est de pouvoir placer son argent et qu'il soit bien rémunéré. Ils n'ont souvent pas franchi le pas. Souvent, c'est pas un manque d'argent, c'est un blocage psychologique. Peur de se tromper, sentiment de ne pas être légitime, Exactement. ne pas savoir par où commencer aussi. En résumé, qu'est-ce qui existe chez IG pour aider quelqu'un à prendre cette première décision avec sérénité? D'accord. Déjà, je dirais que et ça a tendance à se démocratiser, c'est-à-dire qu'on sort quand même de plus en plus de pour investir, il faut être expert, j'ai pas les connaissances, j'y arriverai jamais, c'est trop complexe. Néanmoins, c'est quand même toujours difficile de franchir le pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez IG? Il y a à peu près 4 choses qu'on met en place. Déjà, on a IG Academy. IG Academy, c'est des cours avec des quiz où on vous explique ce que c'est. Mais on part du basique. C'est quoi une action? Comment lire un graphique? Voilà, c'est sans jugement, vous faites ça à votre rythme et finalement, vous apprenez au fur et à mesure un petit peu les termes, à acquérir les bases. Il y a un compte de démonstration aussi, Oui. notamment pour les CFD, voilà, avec des fonds fictifs. Comme ça permet d'appréhender un petit peu l'outil. Parce que paradoxalement, souvent, les personnes ont peur de l'outil. Ou non, mais comment je vais savoir où cliquer? T'as peur de pas comprendre, c'est tout ce qui est Voilà, nouveau. c'est ça. En France, c'est... Exactement. Peur de ne pas comprendre l'outil. Alors que finalement, le plus grand frein des investisseurs, c'est pas la maîtrise de l'outil, c'est la psychologie, comme on disait tout Ouais. à l'heure. Donc Ouais, c'est ouais. ça, en fait, Ouais. qui est dur à acquérir. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Ensuite, on peut démarrer avec des petites sommes. On n'est pas obligé de se lancer avec 10 000 euros. Voilà. Oui, oui. Ça, il faut le garder en tête. Et d'ailleurs, chez IG, on fait du fractionné. Donc ça veut dire que, par exemple, sur son compte titre, j'ai envie d'aller sur... allez, acheter du Hermès. C'est hyper onéreux. Je veux me faire un petit peu de diversification. Bah, je peux acheter 10 euros d'Hermès. Ouais, un bout, ouais. Voilà. Donc, je pourrais finalement, comme me faire mon petit ETF, là, venir picorer à droite et à gauche. Et pour mon premier portefeuille de 500 euros, me dire, j'ai déjà une petite diversification avec un petit peu d'actions américaines qui, en plus, sont cotées en euros. Et je commence à avoir un portefeuille qui me ressemble et qui convient à ce dont, à ce que je maîtrise finalement. Et puis aussi la transparence. Donc la transparence, c'est comprendre, et ça on en parlait, c'est les outils avec la visibilité de la composition de l'ETF, la composition de l'actionnariat, parce que ça aussi, quand on comprend, on fait et on a plus confiance en soi. Voilà. C'est clair. Ouais. Non, mais sur la composition des ETF, je rebondissais sur ce que tu nous as montré sur les outils. La transparence sur la composition de l'ETF, où tu as toutes les données au même endroit. Ah oui. L'actionnariat, c'est hyper important.
Non, puis l'académie, comprendre Ouais. de quoi tu parles, ce qu'est une action, une obligation, peut-être ce qu'est un ETF. Alors, je sais pas s'il y a des visuels, des vidéos ou quoi, mais déjà, sous forme de quiz, ou qu'il y ait un élément de question-réponse, ça amène à avoir une réflexion, en fait. Et à te dire, ah, ok, je comprends. Exactement. J'aime beaucoup l'IA aussi. IA confirmée par des Ouais. gérants. Tu vois, où Voilà. tu te dis, je peux voir un petit peu ce qui passe sur le marché parce qu'il y a écrit millions de sources. Jamais tu peux prendre autant de temps. Exactement. C'est Et dur. ça permet d'avoir une vision globale qui sort de la vision parcellaire qu'on peut avoir quand on est sur les réseaux sociaux ou, par exemple, si par habitude, on a l'habitude d'aller voir certains forums, etc. Là, on a une vision globale et ça peut nous permettre d'appréhender ce qu'on n'a pas l'habitude de voir et là où on n'a pas l'habitude d'aller chercher aussi. Parce que souvent, tu le disais, hein, la qualité de l'information, c'est le principal. Un forum, un contenu, souvent, déjà, des fois, les gens n'ont pas la capacité à prendre de la hauteur en disant, mais qui a écrit ça? Dans quel Ouais, bien but? sûr. Est-ce qu'il a Est-ce un que c'est parti un pris? professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un finalement qui fait juste de la création de contenu, qui a juste lu des trucs, qui a juste un partenariat spécifique, tu vois? Mm. Mais nous, on le voit, même sur LinkedIn, enfin, on fait des collabs de temps en temps, tu vois, et on le voit que ce que viennent rechercher les partenaires là-dessus, c'est de la crédibilité professionnelle, Logique. avant tout, parce que c'est de la fiabilité d'information, l'expérience, et après, bon, ben, le fait de comprendre la solution et d'arriver à te dire, bon, ben, je le démocratise, je le rends plus pédagogue, plus audible, plus compréhensible, quoi. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. On va prendre un cas que personne n'aime vivre. On va imaginer le client qui a investi en 2020, en janvier 2020 ou début 2022 et qui a vu son portefeuille perdre 20 à 30%. Donc déjà, Ouais, c'est là, on n'a pas une levier, on l'a dit. Hein. c'est dur. Comment est-ce qu'on se prépare mentalement à ce scénario avant qu'il arrive, pas après? Voilà. Bah alors là encore, ça va être le plan de trading, c'est-à-dire en fait, je me prépare pour ce cas de figure. Quelque chose qui fonctionne assez bien, et on parlait tout à l'heure des graphiques, c'est de regarder un graphique du S&P ou même du CAC et de voir les variations qu'il y a pu y avoir et parfois de visualiser les corrections qu'il y a pu avoir. Mais entre un plus haut et un plus bas. Exactement, entre un plus haut et un plus bas, et de voir qu'aujourd'hui, là où on en est, mais finalement, on a déjà repris toutes les corrections qui avaient eu lieu. Donc c'est de se dire, ça arrive, et en fait, c'est normal que ça arrive. Tous les 5 ou 10 ans, il va y en avoir une de correction. Elle va arriver. Donc l'idée, c'est pas de se dire, je veux l'éviter, c'est de se dire, comment je réagis si ça m'arrive. Et déjà, le fait de s'être mis un peu dans cet état d'esprit-là, ça change complètement la perception. Ah bah c'est sûr. Tu Tu parlais des recharges crises. même limite presque. Exactement. Tu parlais de crise, on en a parlé juste avant. C'est vrai qu'on n'en a pas montré, depuis ce matin, on n'a pas montré les graphiques des 40-50 dernières années. Avant, on mettait beaucoup de temps à retomber sur ces pas, pardon. C'est pas, je sais pas, ou ces jambes, oui, peut-être. On l'a vu sur le Covid, je crois qu'on a mis 3 mois à revenir sur, et encore, C'est hyper rapide. hyper rapide, je trouve. Hyper Alors qu'en rapide, 2008, ouais. on a mis 3 ans ou 4 ans à Exactement. revenir aux données de base. Est-ce que dans l'académie, tu parles aussi un peu d'historique? Est-ce que dans ce biais psychologique en disant ça peut arriver, tu l'as dit, ça arrive d'ailleurs. Voilà, C'est pas ça peut arriver, c'est ça va arriver. exactement, ça va arriver. Vous vous y préparez du mieux possible parce que vous allez voir à un moment votre action chuter, mais soyez pas pessimiste, ça va revenir. Peut-être avec du DCA et tout, vous allez pouvoir compenser. Exactement. Et en même temps, soyez raisonnable dans le même temps. Ça ne veut pas dire que parce que parfois il y a eu des moins 30%, que moi, en tant qu'investisseur, je vais pouvoir le supporter. Il faut que vous ayez aussi quelque chose qui soit en accord avec votre budget. Mais qu'en tout cas, vous soyez en mesure de dire le moment où ça arrive, voilà, moi, sur mon portefeuille, je peux me permettre de perdre moins 10. Donc à moins 10, même si ça va plus bas, je sortirai et puis tant pis, je rachèterai plus tard. Mais c'est de ne pas se retrouver en fait dans une posture où en fait on est pris de panique, on ne sait plus quoi faire. C'est voilà, si la situation se présente, soit je sais que j'ai le capital pour pouvoir amortir ça parce que moi de toute façon je suis sur 10, 15 ans, donc au pire s'il y a une correction, c'est pas grave, je garde mon portefeuille et je sais que ça reviendra dans l'ordre. Et comme tu le dis, les marchés sont beaucoup plus dynamiques et souvent on récupère plus vite actuellement. Ça peut être ça. Ou aussi de se dire, voilà, moi, un moins 30, clairement, ce ne sera pas pour moi. Donc, j'allégerai peut-être une partie de ma position. Si je suis à moins 20, j'endormirai pas la nuit. C'est se connaître aussi. Et c'est pour ça que c'est pas mal quand on commence de se dire, je commence même avec une petite position, j'entre dans le marché et je vois comment je réagis. Je vois ce que je ressens. Je m'initie. Exactement. Et puis se rappeler des poches. Des poches court, moyen, long terme, on en parlait un peu Tout à avant, fait. mais quand tu vas sur les marchés financiers de manière générale, en tout cas sur des actifs risqués, enfin plus risqués comme les ETF, les actions ou autres, tu es quand même partisan de te dire au départ, c'est du long terme, parce que c'est plus fluctuant que te dire, bon, ben, je vais sur de l'obligation ou de l'immobilier en tant que tel.
même si ça reste du long terme, mais les fluctuations sont moins importantes en Mm. tant que telles. Et donc, on n'est pas du tout sur les mêmes biais et les mêmes biais d'acceptation, je pense, psychologiques. T'as raison, je pense. Exactement. Et Vision puis, de plan, ouais. voilà, c'est une question de... Mais comme je disais avec les poches, c'est-à-dire aussi de se dire que le capital qu'on va investir, qui potentiellement est immobilisé pendant 10, 15 ans, c'est pas un capital dont on a besoin pour vivre. Ça a été pensé comme ça, et on peut très bien avoir d'un côté une épargne qui rapporte très peu, mais qui est une épargne liquide dans laquelle on va piocher en cas de coup dur. Je sais pas, si ma voiture tombe en panne, j'ai un problème de santé, etc. D'un autre, avoir un portefeuille peut-être avec un budget un peu moindre, qui est un truc où j'ai envie de faire du trading, j'ai envie de faire de l'intraday, etc., pour un peu avoir l'adrénaline, parce qu'il y a ça aussi Oui. dans l'investissement. Voilà. Donc, C'est une forme de jeu exactement. pour des gens. C'est une forme de jeu, ouais. Donc, si on cherche cette adrénaline, il faut se connaître et il faut se dire, voilà, je vais peut-être prendre un petit portefeuille où je vais me permettre de faire ça. Et de l'autre, j'aurai mon portefeuille plus long terme, où là, c'est une autre stratégie. Je ne suis pas là pour l'adrénaline. Je suis là pour construire quelque chose sur le long terme. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se battre contre les biais, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'adrénaline, de l'envie d'investir, de regarder son C'est de les portefeuille. comprendre. Voilà, c'est de les comprendre, parce qu'on ne pourra pas lutter. Donc, mettre quelque chose en place, un portefeuille qui convienne à ça, et un autre qui soit là, justement, pour vraiment construire du long terme. Tu rejoins l'adage qui disait, parce que tu l'as dit tout à l'heure, un bon investissement, c'est celui qui me permet de dormir tranquille la nuit. Exactement. Mais complètement. Donc, Complètement. logiquement, il faut que Voilà, je sois aligné, Faut serein. que tu sois OK, quoi. Faut que tu sois en phase. c'est ça. J'ai une dernière question finale, après on va faire des échanges, parce qu'on a quelques questions. Si on devait résumer cette session, c'est quoi pour toi les réflexes psychologiques qu'un investisseur long terme doit absolument avoir intégrés? Alors déjà, le premier point, ce serait, là, la décision que je suis en train de prendre. Est-ce que justement, je suis en train de décider quelque chose, ou est-ce que je suis juste en train d'exécuter le plan que je m'étais fixé? Et ça, je pense qu'il faut y faire très attention quand on est dans des périodes d'euphorie ou au contraire des périodes panique, se dire, ah, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de prendre une décision, ou est-ce que je suis en train d'appliquer la décision que j'avais déjà déterminée, que j'avais déjà pensée, que j'avais déjà réfléchi? Ça, déjà, ça permet de prendre du recul. Le deuxième élément, c'est, est-ce que cette information, elle affecte vraiment ma stratégie? Est-ce que quand je lis dans tel article, ou est-ce que je vois sur tel influenceur, etc., qui dit « Oh là, faut sortir » ou au contraire « Super valeur, allez-y », est-ce que ça correspond vraiment à mon plan? Est-ce que ça amène quelque chose par rapport à ce que j'avais réfléchi? 90% du temps, l'information, elle va rien changer à votre stratégie. Rien. Donc en fait, ça sert à rien de se mettre des idées dans la tête. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est du bruit. Et le bruit, il empêche de pouvoir raisonner de façon rationnelle. Donc en fait, on élimine. Si ça n'a pas d'impact sur la stratégie, on laisse tomber, quoi. Et le troisième point aussi, c'est un petit peu, qu'est-ce que mon futur moi penserait de cette décision? C'est-à-dire prendre un peu du recul et dire, attends, je réfléchis 2 secondes, pas de panique. Qu'est-ce que j'essaie de faire là en fait sur mon portefeuille à Et 5-10 puis ans? se rappeler c'est quoi l'objectif initial, quoi. Exactement, c'est ça. Et en fonction de ça, si tu t'en souviens, oui, tu te dis oui, j'étais là pour du long terme, Voilà. pour ma retraite ou pour tel projet. Et en fait, ce projet-là, il n'est pas forcément là. En tout cas, il arrive dans une échéance de peut-être 5-10 ans. Bon, en fait, non, je reste comme je suis. Exactement. Et on a des clients qui font quelque chose qui fonctionne très bien. C'est-à-dire, c'est un genre de contrat moral, on pourrait dire, hein. Ils écrivent vraiment sur une feuille le plan, l'objectif, comme tu D'accord. dis un peu, la top Ouais. line, c'est-à-dire j'investis pour ma retraite ou j'investis pour tel projet. Avoir clairement je vise X% de gains, je sors à X% de perte, la date et le signer. Et c'est affiché à côté de l'écran. Voilà. Ouais, Et en fait, c'est bien, hein. voilà, Motivation, hein. c'est un rappel à l'ordre, clairement. Et ça fonctionne assez bien. Et en fait, le fait de mettre toutes ces choses-là en place, ça va mettre un petit peu à distance tous ces biais, et ça va nous permettre d'y aller beaucoup plus de façon très rationnelle, en fait. Ok. Et tu forges, je pense aussi, ta confiance en toi, du coup, par rapport à des mécanismes, des notions de marché, des événements de marché et une volatilité potentielle.
Donc c'est Exactement. vachement important d'avoir confiance en soi sur cette partie-là de l'investissement financier en tant que tel. C'est ça, et pas de se dire en fait, je fais confiance à telle ou telle personne et Mm. ah mais quand j'écoute cette source, je remarque que vraiment ça fonctionne bien. Non, en Ou là, fait, tu es c'est plutôt dans un biais d'acceptation, enfin voilà. de validation de quelque chose. Exactement, c'est ça. Là, on est vraiment dans soi. J'ai compris quelque chose, j'ai réfléchi à ce qui était bien pour moi, à ce qui fonctionnait pour mon profil, et finalement, je vais pouvoir le dupliquer. Et comme tu dis, la confiance en soi, elle est hyper importante parce que à ce moment-là, eh ben, on aura moins peur, on sera même de prendre des décisions qui sont beaucoup plus saines en termes de montant, en termes d'horizon d'investissement. Et je crois que c'est Ouais. l'objectif, Non, en mais c'est fait, hein. clair. Quand Ouais, on puis, construit justement un peu son indépendance financière, c'est ce dont on a on est envie, d'accord. en fait. On est Puis tu d'accord. peux le coupler. Enfin, pour moi, c'est le schéma qu'on peut faire. C'est quand tu as un rêve, quand tu es enfant ou même un peu plus grand, que tu y crois dur comme fer. Ce rêve se réalisera à un moment donné parce que tu te donneras les moyens dans ta prise de décision. Ta prise de décision, tu vas y croire tellement fort. Donc, tu auras tellement confiance en toi que tu seras un peu matrixé par la volonté d'atteindre cet objectif qui est le rêve X ou Y que tu as. Et en fait, tu y arriveras un certain temps. Et quand tu dois prendre des décisions, tu te rappelleras toujours de Putain, mais pourquoi je fais ça? Exactement. Ah, mais oui, si, c'est vrai. C'était pour ça. Donc en fait, j'y vais. Mm, Et je mm. pense que l'investissement financier, le parallèle, il est similaire à ça. Peut-être avant qu'on enchaîne sur les questions, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour dire aux auditeurs, aux viewers d'ailleurs, je dis auditeurs, comment ils peuvent aller sur IG et sur quels outils? Bien sûr. Alors, pour aller chez IG, c'est très simple. L'outil le plus rapide, c'est avec l'application mobile, parce qu'il y a une activation de compte hyper top avec reconnaissance faciale de la pièce d'identité. Enfin, le compte est ouvert en Les 4 minutes. KYC. Voilà, Les exactement. fameux. Donc ça, c'est assez génial, c'est très moderne. Donc on peut ouvrir son compte et l'avantage, c'est qu'en fait, on a vraiment un panel 360, c'est-à-dire qu'on peut faire du compte titre avec, comme on disait, du fractionné, des 10 euros. Donc 10 euros sur les actions, sur les ETF. Donc on peut vraiment commencer tranquillement. Pourquoi pas mettre en place un virement mensuel pour faire un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, un peu de DCA en se disant, voilà, bah, tous les mois, je mets X euros et puis au fur et à mesure, je vais construire mon portefeuille. On a également du CFD où là, on va avoir quelque chose de plus dynamique avec de l'effet de levier, un compte de démonstration aussi. Et puis de l'autre côté, on a des barrières et des options qui sont un petit peu de la famille des CFD, mais avec justement une barrière de désactivation qui permet d'entrer dans le marché avec un risque qui est déterminé à l'avance. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Et d'ailleurs, on va lancer là dans pas longtemps les cryptos au comptant. Donc l'idée, c'est de se dire, chez IG, vous venez, vous apprenez à votre rythme et puis vous commencez tranquillement à investir en fonction de ce qui vous intéresse. Peut-être qu'au début, ce sera que le compte titre parce que ça correspond à votre budget. Au contraire, peut-être que vous avez une appétence pour les cryptos, que c'est quelque chose que vous suivez depuis de nombreuses années. Et au contraire, vous allez arriver chez IG par cette porte-là. Et l'ensemble des outils justement qui sont à disposition sont là pour vous faire découvrir les autres marchés et pour vous montrer aussi que finalement, l'investissement, c'est pas réservé aux experts. On Déjà, peut, ça s'apprend, c'est comme tout. C'est accessible. Et c'est comme faire du vélo ou apprendre à nager, en fait. Il faut juste avoir les bons éléments, prendre le temps, définir les termes, savoir quelles sont ses capacités. Voilà, c'est comme quand on décide de se lancer dans un 10 km. Je vais le faire à quelle allure? Faut se tester un peu. Moi, je sais. Voilà. Pas très vite. Donc, chacun y va à son rythme, mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir se constituer un portefeuille et de ne pas pouvoir commencer à investir. Là, tu citais les cryptos au comptant. Ouais. C'est une future fonctionnalité Ce sera un ajout de produits disponibles. Tout Ok. à fait. très claire. Voilà. Donc, ceux qui. Ok. Est-ce qu'on passe aux questions? Tu voulais rajouter des choses sur la. Non, les c'est outils ouais, non, si Ouais. vous avez des Ouais, j'en des ai questions, quelques-unes. on Après, sur le peut- côté psychologique, mine de rien, on en a parlé juste avant, ça fait vraiment la transition. Ça fait vraiment la transition. Ce que j'aime bien, c'est la version long terme. Ouais, C'est-à-dire, c'est important. j'ai le temps. Et j'aime bien quand tu disais, il faut réfléchir à froid et agir à. Enfin, voilà, faut prendre le temps et pas être. Il faut être maître de ses émotions. Mine de rien, c'est quand même un exercice. Il faut se coacher, je pense. Et une des questions, c'est est-ce qu'on peut vraiment apprendre à gérer ses émotions face au marché ou est-ce que c'est une question de tempérament inné? Alors, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, très sincèrement. On ne peut pas lutter contre ses émotions et ça, c'est pas souhaitable. Ce qu'on veut faire là,
c'est juste contourner, apprendre à se connaître et mettre en place ce qu'il faut parce que justement, on se connaît. C'est comme je parlais tout à l'heure du stop et de la limite. C'est-à-dire, je sais que j'ai tendance à paniquer, donc je vais pas aller dans cette situation-là, en fait. Ok. C'est vraiment ça. Donc, à partir du moment où, alors, ça demande d'être un petit peu humble, bien sûr, et de faire ce qu'on appelle parfois peut-être un journal de trading ou un post-mortem pour voir sur cet investissement qu'est-ce qui a failli, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse, qu'est-ce que je m'étais dit que je ferais et que j'ai pas fait. Être honnête avec soi-même. Exactement. Pour se dire, voilà, bah, ça par exemple, c'est un peu ma faiblesse, c'est que quand je lis quelque chose, quand je lis les articles de ce site-là, généralement ça me fait paniquer et je lâche mon plan d'investissement et je fais ce qu'ils disent. On l'identifie, on voit que le pattern se reproduit 2-3 fois. Voilà, on se dit, bon, peut-être que maintenant, à partir de maintenant, je décide de plus regarder pendant quelques semaines pour voir ce que ça donne quand j'évite cette source-là. Mais je pense que ce biais-là, en tout cas d'apprendre à gérer ses émotions, ça va au-delà de l'investissement dans le sens où c'est, je pense, apprendre à se connaître personnellement en tant qu'identité, en tant de manière de réagir finalement face à des situations X ou Y qui n'ont pas forcément le lien avec de l'argent d'ailleurs, Oui, bien sûr. et qui permet de se dire, ok, en fait, je sais que je réagis de telle manière face à telle situation ou telle typologie de situation, et donc derrière, de pouvoir en être conscient, et donc de se dire après, si on le reporte à l'argent, se dire, ok, bon là je suis en baisse, c'est un truc que j'aime pas, ou j'ai lu un truc que j'aime pas du tout, je sais que j'aime pas, je fais en sorte que ça ne prenne pas une place dans ma prise de décision trop importante. Exactement. Et donc, du coup, je reste factuel. Et je Oui. dissocie, en gros, c'est un peu comme ça qu'on peut l'imager, mais ce qui vient du cœur, donc accepter l'émotion et de se dire, ok, mon cœur aurait choisi de dire telle ou telle chose. Et ce que dit le cerveau, qui est du coup, lui, toujours normalement factuel et qui bouge pas trop en termes de ligne directrice, et de se dire, ok, j'écoute ma tête, parce que ma tête a raison. Ouais, exactement. Non, c'est hyper important et il n'y a pas de... Ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il faut à un moment prendre le temps de se poser, voilà, et d'avoir cette réflexion. C'est pour ça que tu disais que vous mettez des outils en place pour s'entraîner, on va dire. Mis à part l'académie, tu disais avec pas les faux Voilà. portefeuilles, mais des portefeuilles que tu peux utiliser pour voir un petit peu comment marche Exactement. l'outil. Toi, ce que tu conseillerais, peut-être, c'est avant de se lancer, commencer à se former, essayer un peu l'outil, après se lancer. Alors, Ou se lancer et avoir l'outil en parallèle. je dirais que... Ça dépend du profil, je pense. Ah oui, mais après, Oui, je dirais qu'en fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi vu beaucoup de clients qui, pendant des années, restent sur le compte de démonstration parce qu'ils veulent être prêts, etc. Le problème, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que la psychologie, c'est pas la même. Parce qu'en fait, quand on est sur de l'argent fictif, le stress, ça va pas être le même. Ouais. C'est sûr. Les réactions, ça va pas être les mêmes. Et en fait, quand on fait de la démonstration comme ça, on peut finir par prendre des mauvais réflexes. Donc moi, je trouve que la démonstration, elle est bien pour apprendre où je clique. Ce qui généralement fait peur justement Oui. à l'investisseur. Comprendre l'outil, Voilà, en fait. exactement. Comprendre l'outil, savoir où faire quoi. Et ça, finalement, c'est 15% du travail. Une fois que ça c'est maîtrisé, alors selon les gens, ça va mettre une journée ou une semaine. Voilà, je sais où cliquer, je sais où regarder mon sentiment, je sais comment ça marche. À ce moment-là, il faut se lancer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut y aller tête baissée, parce qu'on peut tout à fait choisir un montant qui est adapté et commencer, comme on le disait, avec très peu. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va être dans la situation réelle, qu'on va pouvoir visualiser. Je parlais tout à l'heure de la natation et du vélo. Si j'apprends à faire du vélo dans un livre et qu'à un moment donné, je ne monte jamais sur un vélo, oui. je vais jamais apprendre mon équilibre, Je etc. vois la théorie, mais j'aurais jamais la pratique. Et ben voilà, Voilà, c'est ça. théorie pratique. Et là, c'est vraiment la même chose, en fait. C'est de savoir les règles et il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ok, mais tout le monde les connaît, les règles. C'est une fois que tu seras dans la sauce, est-ce que tu vas pouvoir les appliquer, les règles? Et en fait, c'est par rapport à la plateforme d'essai, ce qu'on essaie, je pense, souvent de faire, c'est on veut faire du gain sur ces plateformes d'essai, alors que finalement, la finalité de la plateforme d'essai, et ce que ça sert, c'est finalement comprendre l'outil et uniquement comprendre l'outil, faire du gain. On n'est pas là pour ça. Ouais, c'est Parce vrai. que, effectivement, les biais sont pas du tout les mêmes. C'est pas ton argent, c'est c'est vrai. fictif. Que tu perdes 1000 balles sur la plateforme fictive ou que tu perdes 1000 balles en vrai, ça n'a pas du tout les mêmes Il impacts. n'y a pas passé le même Exactement. repas. Ouais. Eh non, Voilà. exactement. Alors que Et la comprendre nuit va l'outil, pas se passer Non, pareil. c'est ça. comprendre l'outil, ça te permet déjà de savoir où tu vas placer tes ordres, donc les stop loss et les take profit que tu peux aller chercher. Comprendre aussi la lecture d'un graphique, sans faire l'analyse technique, mais comprendre en fait tous les outils que tu as dans cet outil-là pour ensuite te mettre dans une situation réelle et concrète. Exactement. Et puis c'est vrai que sur le compte de démonstration, par exemple, on est en perte.
C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'il faut vraiment que j'apprenne à gérer ma perte? Pff, bah non, je Ouais, la c'est vrai. laisse là, je C'est laisse vrai. la position traîner là, et puis elle Je verrai. remontera bien à un moment donné. Mmh. Et par contre, je me suis fixé un objectif, c'est que si j'arrive à faire plus 15% sur mon portefeuille, là, je me lance en réel. Mm. Donc, c'est ça qui est très, Ouais. très relatif. C'est qu'en fait, on pense à l'espérance de gain, mais on ne pense pas à la façon dont on va gérer la perte, alors qu'une fois qu'on sera en réel, une fois qu'on sera avec son portefeuille, c'est là que c'est le plus difficile à gérer, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est là que ça détruit moralement Ah la oui, c'est perte. sûr. Autre question, DCA. On en a parlé tout à l'heure. Alors, il faudra dire ce que c'est le DCA. Parce Ouais. que, comme Ouais. ça, DCA versus investissement en une fois. Est-ce que le DCA est une stratégie financière ou une stratégie psychologique avant tout? Je dirais que ça peut être les deux. Ça peut être une stratégie financière pour les personnes. Alors déjà, rappelons le DCA. Exactement. Le DCA, c'est le fait de mettre des fonds à période régulière. Alors ça peut être une fois par mois, une fois tous les 15 jours, etc. On va alimenter son compte d'investissement avec une somme régulière. Soit juste on transfère la somme et ensuite on va l'allouer manuellement, mais il y a même des systèmes qui permettent des allocations automatiques. Voilà. Donc tous les mois, je sais que de mon compte en banque, j'aurai X euros qui vont partir et qui vont être investis sur l'action X, ou juste qui vont arriver sur mon compte titre et que je vais pouvoir ensuite allouer sur les différentes valeurs qui m'intéressent. Est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est stratégique en gros? Pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se lancer avec une somme importante de départ, mais qui ont envie quand même, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, de se constituer un capital, c'est un superbe outil. Parce que finalement, ça va être quelque chose d'indolore qui permet d'épargner au fur et à mesure et on va pouvoir se constituer un portefeuille. De l'autre, pour les personnes qui sont hyper angoissées et pour lesquelles se dire « non mais j'ouvre un compte titre et j'investis 2000 euros d'un coup », c'est hyper anxiogène et dès que le portefeuille prend moins 2%, c'est la panique généralisée, bah, peut-être que le DCA, là, du coup, est adapté. Parce que le fait que, justement, ce soit par phase, qu'il y ait peut-être un coût moyen sur une action particulière, Tout est lissé, quoi. exactement, ça peut rassurer. Donc, je dirais que ça peut avoir deux intérêts. Après, si on peut se permettre de faire sans le DCA, étant donné qu'on voit la tendance sur les indices, notamment depuis plusieurs années, on se dit le plus tôt on peut investir, le mieux c'est finalement. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est vraiment adapté. Et encore une fois, il faut se connaître. Il faut connaître son budget, il faut connaître ses capacités d'épargne et il faut connaître aussi sa résistance au stress, son aversion au risque. Non, c'est clair. En parlant de stress et d'aversion au risque, est-ce que pour toi, il faut regarder son portefeuille tous les jours ou il faut s'en couper totalement? Alors ça, on en parlait. Ça va dépendre de votre stratégie. Si vous entrez dans le marché avec un plan, on en a parlé au moins 10-15 fois, avec un stop et une limite, finalement, pourquoi regarder? Puisque finalement, tous les scénarios sont couverts. Après, si c'est quelque chose de plus court terme, sur lequel vous faites de l'intraday, là, bien sûr, ma réponse, elle sera différente. Vous avez besoin de regarder ce qui se passe. Donc, encore une fois, ça va dépendre de votre horizon d'investissement. Ça va dépendre de votre style de trading. Peut-être qu'il y a des jours où il y a une annonce particulière où vous allez être amené à regarder parce que ça aura un impact. Alors, par exemple, là, on parle en ce moment de ce qui se passe en Iran. Alors, effectivement, si vous êtes sur des valeurs pétrolières, etc., bon, vous allez être peut-être amené à regarder un peu plus souvent. Mais ça ne doit pas être une habitude. Ouais, ou ça doit pas être un moteur de prise de décision. Tu vois, moi, par exemple, je suis un très mauvais exemple, je regarde tous les jours mes valeurs. Mais c'est de la curiosité pure. C'est-à-dire que je n'agis absolument pas en fonction de ce qui se passe. Dans le sens où je sais que mon investissement, en fait, il est fait pour durer 20 ou 25 ans. Et qu'en fait, cet argent, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Je pars du principe que j'en aurai pas besoin demain, mais que j'en aurai besoin, effectivement, pour ma retraite ou pour autre chose. Et donc, juste par curiosité, parce que j'aime bien regarder, ça me permet aussi de maintenir à jour un peu l'évolution des valeurs sur lesquelles je suis. J'aime bien ça, mais en aucun cas, je dissocie complètement le volet émotionnel que ça peut procurer, étant donné que, de manière très froide, c'est un chiffre sur un écran qui bouge tous les jours. Mais c'est là que c'est important, justement, comme on le disait, de se connaître, parce que
tu es en capacité Ouais, de bien pouvoir sûr, faire ça. bien évidemment, mais Voilà. ça demande un travail. Enfin, moi, je n'ai aucun Exactement. problème avec ça. Je suis coaché par une coach de vie depuis 6 ans là-dessus. Enfin, pas que sur ce biais-là, mais sur tout un tas de choses. Ce qui fait que j'ai une connaissance de ma personne aujourd'hui qui est, alors je ne veux pas dire parfaite, parce on apprend toujours à se connaître, mais qui est en tout cas assez importante et qui me permet de pouvoir ce type de comportement-là. Mais c'est pas une norme, je pense que tout le monde est capable d'arriver aujourd'hui quand on se lance au départ. Moi, il y a un gros travail de fond qui a été fait, quoi. Exactement. Donc c'est là qu'il faut faire un peu Mm. attention. Regardez tous les jours, pourquoi pas, mais si vous sentez que ça vous amène justement à vouloir vous dégager de position ou au contraire vouloir entrer sur une valeur qui n'était pas prévue, bah, il faudra peut-être Lâcher l'éviter. du lest. Il faut pas que ça génère en fait un pendant émotionnel. Exactement. Ni une euphorie parce que ouah, on a pris 20%, c'est génial, ou ni à contrario une panique en disant putain la valeur elle a pris 10, moins de 10, moins 15%, c'est compliqué. Il faut vraiment que ça reste de manière très froide et très factuelle finalement, un chiffre qui bouge tous les jours avec une ligne directrice qu'on s'est donnée, un point A, un point B. Ouais, il faut pouvoir parler de son portefeuille en fait de façon très Mm. détachée au niveau des variations, finalement. On arrive à la fin. Si tu devais donner un conseil, alors moi ce que j'ai retenu en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'était ton réfléchir à froid, agir à chaud. Ouais. Donc pour être vigilant et de ne pas se mettre dedans. Non, puis les outils sont cool. Ouais, les pour, outils. L'IA, alors ça, top, l'IA avec Ouais. les gérants de fonds, le côté, la vision de l'ETF, ce qu'il y a dedans, les actionnaires et tout. Si tu devais donner un conseil aujourd'hui aux gens, voilà, là, parce que de plus en plus, on le dit, il y a du bruit, et de Ouais. plus en plus de bruit. Il y a des fausses informations, c'est très compliqué. Et parfois des mauvais bruits. Enfin, quand Oui. on le prend, alors une chaîne de télé qui avait parlé de l'assurance vie, on en a parlé tout à l'heure, mais qui te dit que c'est bloqué 8 ans, alors que c'est quand même un média que tu trouves sur les chaînes nationales, etc. Tu te dis waouh, c'est une chaîne où tu as une confiance absolue des Français dans la véracité de l'information, et font eux-mêmes des erreurs, quoi. Ouais, il faut être hyper vigilant et c'est pour ça que de construire en fait sa réflexion propre, c'est un outil qui va être hyper puissant. Parce qu'en fait, on est dans un monde où vous allez avoir de plus en plus d'opinions qui vont vous être données, les opinions de X, Y ou Z. Et en fait, il faut développer de plus en plus sa propre réflexion. Ouais. Donc c'est pareil en investissement. Et ça se construit de fil en aiguille en pratiquant. Bah, vous allez apprendre à vous connaître d'un côté, vous allez apprendre à connaître les marchés et à savoir quelles sont les informations qu'il faut vraiment valoriser et celles dont on n'a pas besoin. Et à identifier les sources d'informations qui sont importantes pour vous et celles pour lesquelles, en fait, très bien, c'est du buzz, etc. Mais en fait, ça n'a aucun impact. Et ça, bah, ça vient avec la pratique. Donc à un moment, il faut se lancer, il faut s'initier et c'est avec l'expérience qu'on va pouvoir justement construire cette confiance, construire l'identification des sources d'information. C'est clair. Prendre le temps. Mm. Les outils, je trouve ça top. L'IA, je trouve ça top. C'est vrai que tout ce que tu nous as montré, moi j'ai envie de le tester, donc on Ouais. regardera. Mais grave. On regardera. Et on se fera un plan sur papier. On se dira, voilà, on verra dans un an. Voilà. J'espère qu'on refera une session plan P. On te dira dans un an, on s'était mis ça comme objectif. Bon, on a tenu 3 jours et puis après, on a fait autre chose du coup. Mais non, dans l'idée, je trouve ça, la vision long terme, le plan, Ouais. la réflexion, l'académie. Parce que je trouve Ouais. que la semaine aujourd'hui, c'est ça, c'est l'éducation en finance personnelle. Donc de donner des clés aux gens pour qu'ils Bah, puissent c'est ça. comprendre. Et puis pas les prendre de haut, en fait. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a un moment, il faut démarrer Donc, quelque part. C'est pas prendre les gens de haut, pas utiliser des mots trop savants Mm. dans lequel où finalement tu comprends rien, et toujours être dans la donner de la valeur en fait gratuitement là-dessus, de manière à augmenter la compréhension dans toute la pédagogie qu'on peut avoir, sans avoir non plus une prise de parti. Exactement. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des prises de parti. Et ça, c'est pour moi rarement bon, parce que du coup, ça forcément redirige vers un endroit, une classe d'actifs, un support ou autre, qui n'est pas forcément adapté à la personne, hein. Je suis d'accord. Et ça donne pas la possibilité à l'investisseur, justement, de se découvrir Ouais. et de faire ce dont il a besoin Tout à pour ses fait. finances. Tout à fait. Je vais te remercier, Maëva. Merci d'être beaucoup. venue. Merci beaucoup. On se voit bientôt, j'espère. J'espère qu'il y aura d'autres plans P et que Grave. tu seras avec nous. Il y aura d'autres plans P. Et Et peut-être j'espère qu'on que tu pourra, seras là. et peut-être qu'on pourra faire intervenir des gens qui ont investi via IG, qui Mais nous grave. montreront un petit peu comment ils servent de l'outil et Ah bah comment ouais, les pourquoi pas. biais psychologiques et aussi leur réussite sur l'outil. Donc, merci à tous. On se voit dans, allez, il est moins 3, on se voit dans 5 minutes. Et on sera avec Kendrick pour parler de prévoyance. Donc, à de suite. Merci à vous. Merci. Merci Maëva. Merci beaucoup. Merci.